il y a bien eu dans ces pays des chefs de l'État à 36 ans. Il y a eu des généraux à 40 ans. Pourquoi est-ce que cette jeunesse ne devient qu'un slogan politique aujourd'hui? Citez-moi un jeune qui gère véritablement un poste stratégique et qui a 36 ans. Monsieur Amadou Ahidjo était président à 36 ans. Que la seule solution, quoi qu'on va dire dans tous ces débats qu'on fera, c'est qu'il faut que le chef d'État prenne ses responsabilités et comprenne qu'en réalité, s'il aime le Cameroun, la meilleure chose à faire, c'est d'organiser une élection transparente et de libérer le pays pour aller se reposer. Ça, les promesses du chef de l'État, les paroles du chef de l'État n'engagent que ceux qui y croient. Nous sommes une jeunesse aujourd'hui, nous ne croyons plus en lui. Je suis désolé de le dire clairement, peu importe ce que ça peut coûter, mais nous pensons que pour sauver l'avenir de notre pays, il faut un changement de l'élite dirigeante. Et ce n'est pas mauvais de le dire, ce n'est pas être anticonstitutionnel, ce n'est pas vouloir la sédition, ce n'est pas ne pas aimer le Cameroun, ce n'est pas l'antipatriotisme, ce n'est pas... Docteur Thierry et Vina, je vous vois un peu décontenancé par les propos des jeunes comme vous. Oui, je suis un peu gêné lorsque j'écoute certains discours excessifs. Le Cameroun est un pays, certes, qui a ses dysfonctionnements. Le Cameroun est un pays qui rencontre beaucoup de difficultés dans sa trajectoire. Mais le Cameroun, c'est un pays aussi qui a beaucoup de valeurs. Le premier élément... Dans ce court extrait d'interview, le rappeur engagé Xafran exprime un sentiment partagé par une partie significative de la population camerounaise et africaine. Celui de la fatigue, de la frustration, et d'un désespoir mêlé à la colère face à des régimes politiques perçus comme éternels, corrompus, inefficaces et imposés. Sa prise de parole, à la fois spontanée et profondément émotionnelle, soulève des questions essentielles sur la longévité du pouvoir, la santé des institutions démocratiques, l'ingérence étrangère et la capacité des peuples africains à se réapproprier leur destin. Pour analyser ces propos avec rigueur, il convient de déconstruire ces affirmations, de les replacer dans leur contexte politique, historique et social, tout en mettant en lumière les dynamiques géopolitiques sous-jacentes. Xafran commence son intervention avec une interrogation presque existentielle. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Il parle ici, vraisemblablement, de la dégradation continue de la situation politique au Cameroun, de l'essoufflement de la gouvernance, de la mainmise d'un homme et de son entourage sur l'État, et de l'incapacité collective à anticiper ou freiner cette dérive. Cette phrase n'est pas une simple question rhétorique. Elle traduit un sentiment de lucidité tardive, un aveu d'aveuglement collectif ou imposé. Il ne s'agit pas seulement d'un défaut de perception mais d'une volonté de ne pas voir. Le rappeur dénonce ainsi une forme de complicité tacite, consciente ou inconsciente, entre élites, citoyens, médias et institutions, qui auraient préféré détourner le regard plutôt que d'affronter une vérité dérangeante. Le Cameroun s'enfonce lentement mais sûrement dans une crise profonde, politique, institutionnelle, morale et sociale. Lorsqu'il affirme que « le Cameroun est très malade », il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Il fait ici un diagnostic brutal mais lucide. En utilisant une personnification du pays et une pratique fréquente chez les artistes engagés, il décrit une nation en souffrance, exténuée par des décennies de stagnation, d'autoritarisme, de clientélisme, d'injustice et de mauvaise gouvernance. Il évoque ensuite Paul Biya, sans jamais le nommer directement, mais en parlant de « Biya », une manière subtile de se référer au président tout en marquant une certaine distance ou ironie. Il mentionne son âge avancé, sa santé fragile, et surtout son absence prolongée du territoire national. Ce dernier point est un grief récurrent dans la critique populaire du régime Biya. Un président qui gouverne à distance, souvent depuis Genève, coupé des réalités de son peuple et de son pays. Cette absence physique est perçue comme un symbole d'absence politique, institutionnelle et morale. L'analyse de Xafran prend alors une tournure plus grave, lorsqu'il évoque la possibilité d'un coup d'État. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Cette phrase, lourde de sens, soulève plusieurs questions. S'agit-il d'un souhait, d'une prévision, d'un avertissement, ou d'une menace implicite? En tout état de cause, elle traduit l'idée que le système est arrivé à un point de rupture, que les mécanismes institutionnels sont bloqués, et que la seule issue possible semble être une intervention non constitutionnelle. Il s'agit là d'une hypothèse inquiétante, mais qui reflète un sentiment de désespoir dans certaines franges de la société camerounaise. Lorsque les urnes ne permettent plus l'alternance, que les institutions judiciaires, parlementaires ou médiatiques sont inféodées au pouvoir, que reste-t-il comme voie de changement? La violence, sous forme de coup d'État ou de soulèvement populaire, devient alors une option tragiquement envisageable pour certains. Xafran élargit ensuite son propos en évoquant le Tchad, et l'assassinat du président Idriss Déby Itno.
Il dénonce un scénario de succession dynastique orchestré par la France, puissance ancienne coloniale encore très présente en Afrique centrale. Pour lui, la montée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby ne résulte pas d'un processus démocratique ou populaire, mais d'un arrangement entre élite militaire et diplomatie française. Il évoque même un affrontement entre généraux à coups de revolver, une image violente et théâtrale, mais qui traduit une réalité. La succession au sommet du pouvoir tchadien n'a pas été une transition institutionnelle mais une lutte de pouvoir dans un contexte militaire et post-conflit. L'affirmation selon laquelle toute la population ne voulait plus de la famille Déby peut sembler exagérée, voire populiste, car aucune élection libre et transparente n'est venue confirmer cette volonté populaire. Mais elle reflète néanmoins un sentiment largement partagé, la lassitude à l'égard de dynasties politiques qui confisquent le pouvoir au nom de la stabilité ou de la sécurité. L'idée que Mahamat Déby pourrait être renversé dans les mois ou années à venir s'inscrit dans une logique de cycle. Les régimes imposés par la force ou par les puissances étrangères finissent toujours par être contestés, puis détrônés. L'histoire récente du Sahel, avec les chutes successives de régimes au Mali, au Burkina Faso et au Niger, semble conforter cette analyse. Loin de se limiter au Cameroun, la critique de Xafran vise donc plus largement les régimes autoritaires en Afrique centrale et sahélienne, ainsi que les logiques néocoloniales qui les sous-tendent. Mais cette critique ne peut être complète sans une réflexion sur le rôle des peuples eux-mêmes. En insistant sur le fait qu'on n'a pas voulu voir, Xafran met aussi en cause la responsabilité citoyenne. Il interroge, implicitement, l'inaction collective, la résignation, la peur, le silence ou l'acceptation de l'inacceptable. Le peuple camerounais, tout comme celui du Tchad ou d'autres pays africains, n'est pas seulement victime d'un système, il en est parfois le complice, par inertie, par calcul ou par nécessité. Ce constat est douloureux, mais nécessaire pour penser le changement. Il ne suffit pas de dénoncer le pouvoir en place. Encore faut-il interroger les dynamiques sociales, culturelles et psychologiques qui permettent à ce pouvoir de durer. Par ailleurs, les propos de Xafran soulèvent une question cruciale, celle de l'ingérence étrangère. Son accusation contre la France, qui aurait imposé Mahamat Déby à la tête du Tchad, rejoint une critique récurrente dans le discours panafricaniste, celle d'un néocolonialisme masqué, où les décisions politiques majeures sont prises à Paris, plutôt qu'à N'Djamena, Yaoundé ou Abidjan. Ce sentiment d'aliénation politique alimente une colère légitime. Mais il ne faut pas s'y tromper, les élites africaines ne sont pas de simples marionnettes. Elles participent activement à ce système, en échange d'une protection, d'une légitimité internationale ou d'un accès aux ressources. La France, ou toute autre puissance, ne peut imposer un régime sans relais locaux, sans complicités internes. La critique du néocolonialisme ne saurait donc exonérer les élites africaines de leurs responsabilités. Ce que Xafran met en lumière, c'est donc une triple crise. Une crise de légitimité des régimes politiques, une crise de souveraineté des États africains, et une crise de conscience des peuples. Il ne propose pas de solution concrète, mais son cri du cœur est en soi une interpellation. Combien de temps allons-nous accepter l'inacceptable? Combien de temps allons-nous détourner les yeux? Combien de temps allons-nous survivre au lieu de vivre, obéir au lieu de décider, subir au lieu de créer? Il serait toutefois injuste de conclure que le tableau dressé par Xafran est purement pessimiste. Son indignation est le signe qu'une conscience politique existe, qu'une parole libre circule encore, qu'un éveil est possible. L'art, la musique, la poésie, le rap notamment, jouent un rôle essentiel dans cette prise de conscience. Ils permettent d'exprimer l'indicible, de nommer la douleur, de briser les silences. En ce sens, Xafran ne se contente pas de dénoncer. Il participe, à sa manière, à une résistance culturelle et politique. Il faut également se garder d'idéaliser la colère. Si celle-ci peut être le moteur d'un sursaut, elle peut aussi devenir destructrice, aveugle, contre-productive. Le risque, dans un contexte d'instabilité généralisée, est que la colère débouche sur la violence, sur une guerre civile, sur des coups d'État militaires qui ne font que remplacer une dictature par une autre. Le défi, pour les artistes engagés comme pour les militants, est donc de canaliser cette colère vers des formes d'action politique, collective, durable et non violente. La dénonciation ne suffit pas. Il faut organiser, mobiliser, structurer l'alternative. Enfin, les propos de Xafran révèlent aussi les limites des transitions politiques en Afrique centrale. Que ce soit au Cameroun, au Tchad ou ailleurs, le problème n'est pas seulement la longévité des dirigeants, mais l'absence de mécanismes solides d'alternance, de reddition de comptes et de contrôle des pouvoirs. Tant que les constitutions seront manipulées, les parlements achetés, les médias muselés, la justice inféodée, et les forces de l'ordre utilisées pour réprimer plutôt que protéger, aucun changement réel ne sera possible.
Le renouvellement des élites ne doit pas être une fin en soi. C'est la refondation des institutions qui est en jeu. Xafran parle avec les mots de la rue, les mots du cœur, mais aussi les mots du peuple. Sa voix porte parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Elle dérange, elle choque, elle bouscule, mais elle interpelle aussi. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande force, dans sa capacité à réveiller les consciences, à rouvrir les débats, à remettre en cause l'ordre établi. Le reste, le changement réel ne dépend pas seulement de lui, mais de chacun. De cette volonté collective de ne plus détourner les yeux, de ne plus se taire, de ne plus accepter que l'histoire soit écrite sans nous.